Bonjour et bienvenue sur Chevalier du 21e. Mon nom est Manon Chevalier. Aujourd'hui, nous poursuivons la série 1964, la trahison de l'élite québécoise ou comment l'Empire britannique a détruit l'identité canadienne-française. La partie 3 s'intitule Orchestration d'un bouleversement civilisationnel. Le mot est important, civilisationnel. Il ne s'agit pas d'un changement politique, il ne s'agit pas d'un simple changement économique, c'est un changement civilisationnel, une mutation de ce que nous sommes en tant que peuple. Le segment 3A, l'obstacle catholique. Au milieu du 20e siècle, l'Église catholique reste une puissance mondiale. 1 milliard de fidèles, des écoles, des hôpitaux, des universités sur tous les continents. Une doctrine sociale qui s'oppose à la fois frontalement au libéralisme économique et au communisme. Et surtout une autorité morale que 2000 ans de persécutions n'ont pas réussi à briser, incluant les persécutions très féroces au 19e siècle. Pour les architectes de l'Empire, c'est un problème. Alors, comment s'y prendre? On ne peut pas envahir le Vatican, on ne peut pas interdire le catholicisme, il faut être plus subtil. La cible, ce sont les nations catholiques. La solution, pas la guerre, l'éducation. Celui qui contrôle l'école contrôle l'avenir. Et la méthode est simple. On repère des jeunes prometteurs dans ces pays, on leur offre des bourses prestigieuses, Rhodes, Oxford, London School of Economics, et on les forme à penser comme les Britanniques. Et on les renvoie chez eux comme agents de modernisation. Eux-mêmes ne savent pas toujours qu'ils servent un agenda. Le génie de cette stratégie, ce sont les peuples eux-mêmes qui vont démanteler leur propre héritage, l'autodestruction, propre, invisible, efficace. Regardez bien cette carte. Je vais faire apparaître les pays un par un avec l'année de leur réforme éducative. Portez attention à la simultanée, au fait que les réformes sont presque simultanées dans tous les pays catholiques. Belgique en 1958, la France en 1959. Puis en 1961, c'est la fondation de l'OCDE. Le Concile Vatican II, l'ouverture aura lieu à partir de 1962 et durera jusqu'en 1966. Et la même année, les réformes d'éducation en Italie ont lieu. La même année. Les réformes d'éducation au Québec se concrétisent en 1964. En Irlande, c'est entre 1964 et 1967. Les réformes ont lieu au Brésil en 1964. Dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et centrale, ce sera entre les 1960 et 1970. Aux Philippines en 1965. En 1966 en Argentine. En 1970 en Espagne. En 1974 au Portugal. En 1975 dans toute l'Afrique lusophone, donc catholique. Et finalement en Pologne en 1989. Tous des pays catholiques. Tous dans une fenêtre de 15 ans si on exclut la Pologne. Et au cœur de la séquence, l'OCDE et Vatican II. Ce n'est pas un hasard. Quelques cas méritent qu'on s'y attarde. La Belgique en 1958, c'est le laboratoire. Le pacte scolaire neutralise l'enseignement catholique. Le modèle est testé avant d'être exporté. La France arrive juste après en 1959, avec la loi de Debré. Mais il faut comprendre le contexte. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État avait déjà frappé fort en France. Émile Combes, franc-maçon notoire, avait fait fermer plus de 3000 écoles catholiques. La loi Debré de 1959 achève le travail d'une autre manière. L'État finance désormais les écoles catholiques en échange du contrôle sur les programmes et l'embauche. Le piège classique, on vous aide, mais vous ne vous appartenez plus. L'Espagne et le Portugal, vous remarquez qu'ils sont légèrement en retard sur les autres pays catholiques. Pourquoi? C'est que Franco et Salazar étaient au pouvoir dans ces pays, deux dictateurs catholiques qui bloquent les réformes.
Il faudra attendre leur chute, 70 pour l'Espagne et 74 pour le Portugal, pour que le programme s'applique. Et la Pologne, tout à la fin, en 89, derrière le rideau de fer, le communisme avait échoué à détruire l'Église. Il a fallu la libération pour que les réformes occidentales s'imposent automatiquement. Et quels étaient les objectifs officiels de toutes ces réformes? Partout les mêmes. Retrait de l'Église, fin du contrôle direct sur l'éducation, remplacement par un système étatique centralisé, sécularisation des programmes, l'enseignement religieux passe d'obligatoire à optionnel, puis disparaît, le catéchisme devient cours de morale ou culture religieuse, autrement dit, du relativisme. Standardisation selon les normes modernes de l'OCDE, des programmes axés sur le besoin économique, former de la main-d'œuvre, pas des citoyens cultivés. Et le piège du financement, l'État paie, y compris les écoles catholiques, mais en échange, il contrôle tout. Les programmes, l'embauche, le contenu. Officiellement, c'est le progrès. Dans les faits, c'est une opération de déculturation à l'échelle mondiale. Derrière cette coordination mondiale, il y a des hommes. Et l'un des plus importants s'appelle John Vasey, économiste britannique formé à Cambridge. C'est lui qui va théoriser l'éducation comme un investissement économique mesurable. Bien plus un bien culturel, un investissement. Ses livres des années 58-62 deviennent la Bible des réformateurs. De 59 à 66, il siège à l'exécutif de la Société fabienne. Vous vous rappelez de la Société fabienne, n'est-ce pas? Puis il passe du Parti travailliste au Parti conservateur. Preuve que ces réformes dépassent le clivage gauche-droite. C'est au-dessus de la politique ordinaire. Dans les années 60, il conseille l'OCDE, l'UNESCO, la Banque mondiale. Son cadre théorique, éducation égale capital humain égale croissance, devient le standard imposé partout. En Italie, Espagne, Portugal, Grèce, via le Mediterranean Regional Project, la Ford Foundation finance la pénétration des systèmes nationaux. En Irlande, Vasey travaille avec son ami Paddy Lynch. Et en 1976, il est anobli baron. Quand l'Empire est content de vous, il vous récompense. L'OCDE, tout le monde connaît, mais peu de gens savent d'où elle vient. En 1948, on crée l'OECE pour administrer le plan Marshall. À sa tête, Ernest Bevin, travailliste britannique, membre de la Société fabienne, l'aide à la reconstruction de l'Europe avec des conditions. En 1961, l'OECE devient l'OCDE. La mission s'élargit bien au-delà de l'économie. L'éducation devient une cible prioritaire. C'est le moment où la théorie du capital humain s'impose. Theodore Schultz en 1961, Gary Becker en 1964, tous deux futurs prix Nobel, et leur idée c'est quoi? L'être humain est un capital dans lequel on investit. L'éducation n'est plus une transmission, c'est un rendement. Ce tableau résume la rupture pour l'OCDE, c'est de la modernisation, adaptation aux besoins économiques, égalité d'accès, mobilité sociale, de beaux mots. Pour les populations, c'est autre chose. Perte de la transmission culturelle, nivellement par le bas, formation de travailleurs interchangeables, sans racines, sans mémoire. Ce tableau, c'est le résumé de ce qu'on a perdu en une décennie. La mission de l'école, avant, était de transmettre une culture, les humanités classiques. Après, c'est former du capital humain adaptable. La pédagogie, le maître qui enseigne, l'élève qui reçoit. Ça, c'est fini. Place au facilitateur. L'élève construit son propre savoir. C'est le début du constructivisme et de l'effondrement du niveau. Le contenu, des savoirs fondamentaux, des disciplines structurées remplacées par des compétences et des objectifs utilitaires. Et l'identité,
des programmes nationaux distincts, une culture propre, remplacée par la standardisation internationale, tout le monde pareil. Et la finalité de l'éducation elle-même, avant, c'était un bien en soi, former l'homme cultivé, après, c'est un investissement rentable, du capital humain. Voilà la première rupture entre 1960 et 70. En 10 ans, 2000 ans d'héritage éducatif occidental ont été liquidés. Segment 3B, une guerre spirituelle. On a vu les mécanismes, les institutions, les réformes synchronisées à travers le monde catholique. Maintenant, allons plus loin. Derrière les objectifs officiels, modernisation, démocratisation, accès à l'éducation, que voulait-il vraiment? 6 mots, 6 objectifs, regardez-les bien. Déraciner, c'est-à-dire couper l'homme de ses racines, sa famille, sa patrie, son histoire. Atomiser, c'est-à-dire briser les solidarités naturelles, l'individu seul face à l'État et au marché. Plus de communautés, plus de paroisses, plus de familles élargies. Uniformiser, effacer les particularismes, une seule culture mondiale, standardisée et contrôlable. Contrôler, par l'éducation, par les médias, par la finance. Qui contrôle l'information contrôle les esprits. Stériliser, biologiquement et culturellement. Moins d'enfants, moins de transmission. La pilule, l'avortement, l'idéologie antinataliste, tout arrive en même temps. En même temps que les réformes de l'éducation scolaire. Ce n'est pas un hasard. Dominer, le dernier des 6 mots, une élite mondiale sur des masses déracinées, atomisées et sans mémoire. Regardez ces 2 images. À gauche, on a une famille nombreuse sur le perron, enracinée, unie, et à droite, un homme seul, effondré, des pilules à côté de lui, un animal de compagnie. De ça à ça, en une seule génération. Et pour qu'ils tiennent le coup, pour qu'ils supportent le vide de cette nouvelle société, on leur donne des substituts. Le matérialisme, les voyages, le sport pour oublier le vide, les jeux vidéo et les écrans pour s'anesthésier. Et quand ça ne suffit plus, les drogues, la pornographie et l'aide médicale à mourir. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Moi, ça va. J'ai une belle vie, une famille, de l'amour, et tant mieux, sincèrement. » Mais regardez autour de vous le taux de suicide, la solitude des aînés, les jeunes qui ne veulent plus d'enfants, les dépressions, les anxiolytiques. Ce n'est pas votre réussite personnelle qui efface la catastrophe collective. Certains s'en sortent malgré le système, pas grâce à lui. Et ce n'est pas moi qui invente. Écoutez Theodore Schultz, le prix Nobel d'économie de 1979. C'est l'inventeur du concept de capital humain, ses propres mots. La simple pensée d'investir dans les êtres humains est offensante pour certains d'entre nous. Nos valeurs et nos croyances nous empêchent de considérer les êtres humains comme des biens capitaux. Sauf dans l'esclavage, et cela nous le réprouvons. Et il continue, traiter les êtres humains comme une richesse pouvant être augmentée par l'investissement va à l'encontre des valeurs profondes ancrées. Cela semble réduire l'homme, une fois de plus, à une simple composante matérielle, quelque chose qui s'apparente à une propriété. Il le reconnaît lui-même, traiter l'homme comme du capital, c'est le réduire à une propriété, comme dans l'esclavage, et pourtant il le fait quand même. C'est un aveu explicite. Donc, face à cette vision, qu'est-ce que l'Église catholique enseignait? L'homme n'est pas un capital, il a une âme immortelle. La famille est sacrée, ce n'est pas une unité économique à optimiser. L'éducation forme les âmes, des âmes et des esprits, pas des ressources humaines. L'enfant est un don de Dieu, pas un bien durable dans lequel on investit. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église catholique était le dernier obstacle à abattre. 2 visions du monde incompatibles. D'un côté, l'homme comme capital, de l'autre, l'homme comme image de Dieu. L'Empire a donc entrepris d'infiltrer et détruire l'Église de l'intérieur en utilisant son réseau de loges maçonniques
et ce depuis le 18e siècle. Mais comment sait-on qu'il y a eu des attaques répétées et des tentatives d'infiltration maçonnique durant 2 siècles? Eh bien parce que l'Église elle-même l'a documenté. Regardez, 13 papes successifs, plus de 20 documents pontificaux, dont des encycliques, qui sont des lettres solennelles adressées par le pape à l'ensemble des évêques de l'Église catholique et par extension à tous les fidèles. 200 ans de condamnation de 1738 à 1937. Clément XII en 1738, c'est la première condamnation. In eminenti. Les loges maçonniques se multiplient en Europe, le pape voit le danger. Benoît XIV en 1751 confirme solennellement dans son encyclique Provides Romanorum que la franc-maçonnerie est en train de se multiplier. En 1789, la Révolution française éclate. Pie VI comprend immédiatement que la franc-maçonnerie a eu un rôle majeur dans l'évolution de la situation et il le dénonce. Pie VII, en 1821, dénonce la loge des Carbonari qui prépare la destruction des États pontificaux à Rome dans son encyclique Ecclesiam a Jésus Christo. Léon XII, Pie VIII et Grégoire VI, avec eux c'est la continuité du combat dans leurs encycliques Ubi Primum, Traditi Humilitati et Mirari Vos. Pie IX en 1864 publie Qui Pluribus et Quanta Cura au moment où le Risorgimento menace Rome. Ce sera l'unification italienne orchestrée par des francs-maçons. Léon XIII en 1884 publie Humanum Genus, l'encyclique la plus complète sur la franc-maçonnerie, en plein Kulturkampf allemand. C'est quoi le Kulturkampf? Ce fut une offensive étatique de la Prusse protestante pour briser l'influence de l'Église catholique sur l'éducation et la société civile. Cela a échoué face à la résistance des fidèles. Et je vais vous montrer ici un exemplaire de cette encyclique de Léon XIII qui est un tout petit document, comme vous pouvez le voir, ça se lit très rapidement. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est la plus connue de toutes les encycliques qui a été écrite fort probablement contre la franc-maçonnerie. On a par la suite Saint Pie X en 1907 qui publie Pascendi Dominici contre le modernisme qui infiltre l'Église de l'intérieur. Benoît XV en 1917 publie le Code de droit canonique Lette Sententiae pour établir l'excommunication automatique pour tout catholique qui adhère à la franc-maçonnerie. Donc c'est une riposte très significative de la part de l'Église catholique contre la maçonnerie. On a ensuite Pie XI qui publie en 1926 Iniquis afflictisque, la guerre des Cristeros au Mexique fait rage, durant la persécution des chrétiens par un président franc-maçon. 90 000 morts, des paysans qui meurent en criant « Viva Cristo Rey » face à des soldats qui répondent « Viva el demonio ». Viva el demonio. Très significatif. Donc, il publie aussi 2 encycliques coup sur coup en 1937, Mitbrennender Sorge contre le nazisme et Divini Redemptoris contre le communisme. 2 faces du même empire quand on s'intéresse à l'origine des guerres mondiales. Pie XII en 1950 publie Humani Generis. Il ne nomme pas la franc-maçonnerie explicitement, mais il combat ses fruits, le relativisme, l'évolutionnisme dogmatique, la dissolution de la doctrine, et combattre le modernisme, c'est combattre ce que les papes précédents avaient identifié comme l'œuvre des loges. Donc 13 papes ont vu la même menace pendant 200 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la lucidité. Mais alors, qui sont ces gens que l'Église condamnait avec une telle constance? C'est ce que nous allons voir dans le prochain segment. Passons maintenant au segment 3C, la franc-maçonnerie. Des papes l'ont condamné pendant près de 200 ans, comme on vient de le dire. Voyons maintenant qui ils sont, comment ils s'organisent et ce qu'ils ont accompli. D'où vient la franc-maçonnerie? Selon l'historien Matthew Ehret, l'une de ses racines plonge en Allemagne. Entre 1614 et 1615,
des manifestes mystérieux circulent. La Fama Fraternitatis et la Confessio Fraternitatis, une fraternité invisible qui prétend détenir des savoirs cachés. Les Rosicruciens, eux-mêmes héritiers, dit-on, de certaines traditions templières. Mais il y a une autre source. En Angleterre, Francis Bacon, j'en ai parlé dans la partie précédente, est considéré par beaucoup comme le père spirituel de la maçonnerie spéculative. Et puis il y a Elias Ashmole, que vous voyez sur la peinture à l'écran, rosicrucien, alchimiste. C'est le premier franc-maçon accepté dont on a la trace écrite. On est en 1646, 71 ans avant la fondation de la franc-maçonnerie officielle. Parce qu'en réalité, des loges existaient déjà. L'Oie et le Grill, la Couronne, le Pommier, le Gobelet et les Raisins, des noms de tavernes londoniennes où se réunissaient des frères bien avant 1717. La filiation est là, sous nos yeux, des Rosicruciens jusqu'à la Grande Loge de Londres, une société secrète fondée par des protestants anglais. L'ADN anticatholique est inscrit dès l'origine. Comment sont-ils organisés? En loge locale, fédérée, en grande loge. Chaque membre progresse à travers des degrés d'initiation, apprentis, compagnons, maîtres, puis les hauts grades. Leur objectif déclaré, fraternité universelle, perfectionnement moral, recherche de la vérité. Leur objectif réel, l'établissement d'une république universelle, la destruction du catholicisme et des monarchies chrétiennes. Leur méthode, le recrutement ciblé des élites, les politiciens, juges, journalistes, professeurs, le secret absolu, l'entraide entre frères et la pénétration patiente de toutes les institutions. Ça ressemble bien à la philosophie de la société fabienne aussi. Il existe plusieurs rites. Le rite écossais compte 33 degrés. Le rite York, le rite de Memphis-Misraïm en compte 97. Et dans les hauts grades, ça devient explicite. Le grade de Kadosh au 30e degré rejoue symboliquement la vengeance des Templiers contre le pape et le roi. Deux grandes branches, la maçonnerie régulière protestante, le pape n'a aucune autorité, et la maçonnerie libérale athée, révolution et persécution directe, et l'objectif est commun, détruire le catholicisme par dilution ou par confrontation. Le Grand Orient de France est l'obédience maçonnique la plus importante pour comprendre ce qui s'est passé au Québec. Fondée en 1773, une rupture fondamentale a lieu en 1877 lorsque l'obligation de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme est supprimée. À partir de ce moment, c'est ouvertement athée et anticlérical. Ils ont joué un rôle dans la Révolution française, nous y reviendrons, puis dans la loi de séparation de 1905, en France, donc les 3000 écoles catholiques fermées, religieux expulsés, et ce modèle sera ensuite exporté au Portugal puis au Mexique, et bien sûr dans la francophonie, dont le Québec. Voici ce que j'appelle la nébuleuse maçonnique, du Royaume-Uni à la France jusqu'au Canada, de 1717 à l'an 2000. Avant de commencer, une précision importante, ce diagramme est le fruit de mes recherches. J'ai fait de mon mieux pour retracer ces connexions, mais certaines informations sont secrètes par nature. Il peut y avoir des erreurs ou des oublis. Ce diagramme pourrait très certainement être amélioré. Donc, juste pour que vous en teniez compte. Donc, tout commence à Londres. Donc, en bleu, on voit en vert, c'est les loges anglaises. Et je n'ai pas tout mis, bien sûr, sinon ce serait surchargé, mais j'ai mis ce que je pense être les loges principales. Donc, en vert, on a les loges anglaises, en bleu, des loges françaises, et en rouge, les loges canadiennes et québécoises. Donc, en rouge canadien, ça peut être au Canada anglais comme au Canada français. Ça peut être au Québec comme dans les autres provinces. On a en jaune une loge israélienne ou juive. Et en orange, il y a des institutions maçonniques internationales. Donc, tout commence à Londres, comme je le disais.
une taverne, 4 loges qui décident de se fédérer. On est en 1717. La maçonnerie spéculative moderne vient de naître. Dès 1721, donc en 1717, c'est la loge principale de Londres dont on vient de parler tout à l'heure, donc la Grande Loge de Londres en 1717. Dès 1721-1725, les premières loges apparaissent en France, l'Amitié et Fraternité et la Loge Saint-Thomas. Certains colons français arrivent en Nouvelle-France et sont déjà des francs-maçons, donc dès leur arrivée sur le territoire nord-américain. La toute première loge de Nouvelle-France semble d'ailleurs avoir porté le nom Loge franc-maçon régénérée dès les années 1720. Très vite, ils veulent s'étendre. Philip Wharton, ancien grand maître de Londres, est reconnu comme grand maître des francs-maçons de France dès 1728. Il sera suivi par 2 autres Britanniques jacobites, parce qu'il y avait des Anglais qui s'opposaient bien sûr à la monarchie anglaise à l'époque et ils se retrouvaient en lien avec des Français qui voulaient s'opposer aussi à la monarchie au même moment. Et quand la première Grande Loge de France se formalise en 1738, certains historiens rapportent qu'elle portait encore le nom d'English Grand Lodge of France. Donc l'origine britannique ne faisait aucun doute. Puis le Grand Orient de France est fondé en 1773. Louis-Philippe d'Orléans en devient grand maître. On parlera de lui de plus en plus dans quelques minutes. Donc la Révolution française n'était pas spontanée. Le Grand Orient l'a d'ailleurs revendiqué lui-même. Et toujours en France, la franc-maçonnerie mixte est créée avec le droit humain en 1893. Donc la Britannique Annie Besant y est d'ailleurs initiée. On parlera d'elle tout à l'heure. Et je veux faire juste un petit aparté ici pour mentionner que je recommande à tout le monde le livre de Serge Abad-Gaillardeau qui était au droit humain et qui a écrit le livre La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture. Il a écrit d'ailleurs d'autres livres, je crois, mais ça démontre comment les fondements de la maçonnerie sont antichrétiennes et même lui, il va jusqu'à dire que c'est luciférien. Donc, recommandé. Donc, plus tard, si on continue dans la nébuleuse, en 1905, c'est la loi de séparation en France. Comme je l'ai dit précédemment, Émile Combes, franc-maçon du Grand Orient, fait fermer 3000 écoles catholiques. Les religieux sont expulsés, le Vatican rompt avec la France et ce modèle sera exporté, d'abord au Portugal puis au Mexique. Il y a aussi la Loge nationale indépendante et régulière qui est fondée en 1913 avec reconnaissance de la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc, il faut comprendre que ces loges étaient installées en France et se rapportaient à l'Angleterre pour être reconnues officiellement. On voit ici la féministe québécoise Thérèse Casgrain, que vous voyez à l'écran ici, qui sera aussi initiée au droit humain en France dans les années 50. Et on parlera aussi d'elle tout à l'heure. On passe maintenant au Canada. Après la conquête britannique, dès 1759, il y a des loges militaires anglaises qui fondent une grande loge provinciale à Québec, sous l'autorité directe de Londres. Et les initiés des occupés commencent aussitôt. Les initiations des occupés, c'est-à-dire que tout de suite, ils vont s'assurer qu'il y a des francophones qui vont être initiés dans les loges anglaises. C'est une tactique coloniale classique. On recrute des élites locales pour les retourner contre leurs propres intérêts de leur peuple. Donc, un cas parlant, c'est celui de Pierre-Louis Panet, d'accord, qu'on voit ici, une image de lui ici. Il préconise l'abandon du français dans les débuts de l'occupation anglaise. Donc, il préconise l'abandon du français et il sera récompensé par un poste de juge pour sa prise de position. Donc, on voit qu'on essayait de retourner les francophones contre leurs propres intérêts de cette manière, par la corruption, finalement. Plusieurs loges verront le jour au Canada anglais comme français durant le 19e siècle. Les Frères du Canada, Loge Saint-Paul, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était au départ une loge maçonnique. La Grande Loge du Québec est fondée en 1869 et est affiliée à la maçonnerie anglaise. Le Chœur uni de Montréal, fondé en 1870, faisait partie de la Grande Loge et demandera à être affilié au Grand Orient de France, puisque les francophones se sentaient plus proches, bien sûr, de la France, même
même au sein des loges maçonniques, c'était aussi vrai. Donc cette loge sera la première impliquée dans la propagande pour pousser les réformes de l'éducation. Même chose avec la loge L'Émancipation, créée en 1896, qui changera de nom en 1910 pour s'appeler Force et Courage, toujours affiliée au Grand Orient de France. Certains membres de l'Émancipation sont connus. On a Honoré Beaugrand, maire de Montréal, Godefroy Langlois, député, dont on va parler plus spécifiquement, T.D. Bouchard, qui était premier président d'Hydro-Québec, Gustave Franck, qui était syndicaliste. Et en 1926, c'est la fondation de l'Ordre de Jacques-Cartier, aussi appelée la Patente, dont la devise est « Religion, fraternité, discrétion ». C'était un ordre qui voulait s'opposer un petit peu à la maçonnerie anticléricale, mais semblerait que ça a été plutôt une façon de pouvoir avoir des carrières florissantes que de devenir membre de la Patente. Donc maintenant, regardez en bas de la nébuleuse les Québécois médaillés du Grand Orient de France. En 1985, on a Jean Drapeau, maire de Montréal, René Lévesque, Gérald Godin, Jacques Hébert et Pierre Desmarais II. Des fédéralistes et des souverainistes. Ça laisse place à la réflexion. Ça fait réfléchir, comme on dit. On n'a pas encore parlé du B'nai B'rith, fondé à New York en 1843 par 12 immigrants juifs allemands. Plusieurs des fondateurs étaient déjà membres de la franc-maçonnerie. Mais je n'ai pas beaucoup de détails sur cette branche-là, mais ils ont été très actifs. Ils ont notamment, il y a un cas particulier, c'est de savoir que les membres ont rendu visite à Jean XXIII, le pape, en janvier 1960, quelques mois à peine avant l'ouverture du Concile Vatican II. Donc, il est concevable qu'ils aient eu un rôle à jouer dans les réformes du Vatican. Concernant Annie Besant, qu'on voit ici en haut, on va parler plus spécifiquement d'elle maintenant. Voilà, donc c'est la même personne sur les 3 images que vous voyez, dans différents costumes d'apparat, n'est-ce pas? Donc, Annie Besant, à 3 époques. C'est une même mission, malgré qu'elle semble différente d'une photo à l'autre. D'abord, la Société Fabienne. Rappelez-vous que Annie Besant était un des membres fondateurs de la Société Fabienne en 1884. Puis, elle est initiée au droit humain à Paris en 1902. Et oui, une Anglaise initiée à Paris. C'est la première obédience maçonnique mixte fondée par Maria d'Eresme et le but était explicite, intégrer les femmes à la franc-maçonnerie pour avancer l'agenda féministe. Les 16 premières initiées étaient toutes engagées dans la cause. C'est documenté. Elle revient en Angleterre avec une charte et une mission. Elle fonde les loges du droit humain dans plusieurs pays de l'Empire britannique. En Inde, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Elle devient la première grande commandeur de la Fédération britannique. Puis elle prend la tête de la Société théosophique en 1907. Vous vous souvenez des Rosicruciens, dont on a parlé au début? Francis Bacon, Elias Ashmole, les racines ésotériques de la franc-maçonnerie. La Société théosophique, c'est la continuation de cette même tradition occulte. Helena Blavatsky, qui l'a fondée en 1875, puisait dans les mêmes sources. L'hermétisme, la kabbale, les traditions orientales, une spiritualité de substitution au christianisme. Aujourd'hui, le droit humain compte 34 000 membres dans 70 pays. La Société théosophique a engendré le mouvement New Age. Passons maintenant à Thérèse Casgrain, personnage mythique québécois, très connu, très admiré. On la connaît tous. Son visage était sur nos billets de 50 $ canadiens. Des écoles portent son nom. On nous l'a présentée comme une grande féministe québécoise. Mais qui était-elle vraiment, Thérèse Casgrain? Elle est la fille de Sir Rodolphe Forget, financier, député conservateur, l'un des hommes les plus riches de Montréal. En 1916, elle épouse le futur président de la Chambre des communes.
2 ans plus tard, elle accompagne son mari à Ottawa et là, elle se retrouve au cœur du pouvoir impérial. Sir Robert Borden participe à l'Imperial War Cabinet avec Lord Milner. Souvenez-vous, Lord Milner dans la partie 2. Et Robert Borden, c'était le premier ministre canadien durant la Première Guerre mondiale. Avec Lord Milner donc, et les associés, tous les associés du Round Table. Donc, elle a accès à ces gens-là. Elle devient une habituée du Laurier House, la résidence du premier ministre de Mackenzie King. On la voit photographiée à la conférence économique impériale de 1932. C'est elle qui va fonder le mouvement féministe québécois et le comité provincial pour le suffrage féminin, la Ligue des droits de la femme. Le droit de vote sera obtenu, comme vous le savez, en 1940. Après 1940, elle s'affiche ouvertement. Elle adhère au CCF, le socialisme fabien version canadienne. Elle devient vice-présidente nationale, puis chef de l'aile québécoise. On la surnomme la gauchiste au collier de perles, l'ancien terme pour gauche caviar. Et en 1954, elle est initiée aux droits humains en France, à Paris, dans la même obédience qu'Annie Besant. 52 ans plus tard, toutefois. Trudeau la nomme sénatrice en... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, voilà. Trudeau la nomme sénatrice en 1970. Elle cofonde la Fédération des femmes du Québec. Son visage était sur nos billets, comme on l'a dit. Des écoles portent son nom et des prix sont décernés en son honneur. L'héroïne nationale, sans doute, sa récompense pour loyaux services rendus à l'Empire. Voilà, pour Thérèse Casgrain. Donc, ça n'était pas son action n'était pas organique ou naturelle, spontanée. Elle était bien sûr soutenue et même encouragée par l'Empire. Donc, l'Imperial War Cabinet, le droit humain, les dîners à Laurier House, l'initiation à Paris, tout ça est documenté, mais pas enseigné. Nous sommes peut-être naïfs, mais jamais Thérèse Casgrain n'a dit aux Québécois qui la soutenait vraiment. Elle s'est présentée comme une femme du peuple qui se battait pour ses sœurs, mais elle répondait à des agendas conçus à Londres et à Paris, pas par des gens dont on n'entend jamais parler. C'est ça qui est troublant, la manipulation. Le fait qu'on célèbre des gens sans comprendre ceux qu'ils servaient vraiment. Thérèse Casgrain avait-elle conscience de la manipulation ou était-elle aveuglée par son ambition? On ne le saura sans doute jamais. Maintenant, sortons du Québec pour établir un panorama des principales opérations de la maçonnerie internationale coordonnée. Tant qu'on ne s'est pas penché sur l'histoire sans a priori, on est loin de se douter que la version présentée soit aussi loin de la réalité. Les événements nous sont souvent présentés comme une série de drames n'ayant aucun lien avec les autres et surgissant de façon ponctuelle, simplement parce qu'un illuminé a pris le pouvoir. Rares sont les thèses officielles qui montrent le tableau complet et les pouvoirs officieux derrière les pouvoirs officiels. Des drames horribles dans lesquels des milliers d'êtres humains ont été torturés et tués ont eu comme origine les actions de la maçonnerie depuis sa création. Commençons par la France, la Révolution de 1789, puis l'Italie, le Risorgimento, j'ai vraiment du mal avec cette expression, entre 1848 et 1870. La France encore en 1905 avec la loi de séparation des Mille Combes. Le Portugal en 1910, le roi est assassiné. La Russie en 1917, des millions de chrétiens persécutés. Le Mexique entre 1926 et 1929, la guerre des Cristeros. L'Espagne en 1936, plus de 7000 religieux massacrés. Commençons donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé dans chacun de ces événements. On va commencer avec la Révolution française. Louis-Philippe d'Orléans, alias Philippe Égalité, est grand maître du Grand Orient. Il est aussi cousin du roi Louis XVI. Il sert de relais pour financer la Révolution et c'est lui qui, à la Convention, votera la mort du roi, son propre cousin.
Donc on voit ici la décapitation du roi Louis XVI. Donc l'organisation britannique est pilotée depuis Londres. George III est le commanditaire et la façade royale. Lord Shelburne est le cerveau stratégique, le Doge de la faction vénitienne. Nathaniel Parker Forte est le principal agent secret britannique envoyé par le roi. Il orchestre la déstabilisation de la France avec Pitt le Jeune, qui est premier ministre anglais à l'époque. Donc Parker Forte recrute Philippe Égalité dès 1779. Il le met en dépendance, d'abord affective, en supervisant l'éducation de ses enfants, puis financière. Philippe vit au-dessus de ses moyens. Ses dettes le rendent vulnérable. On lui fait miroiter le trône de France, fort probablement, et on le fait peut-être chanter. George III lui accorde 2 résidences à Londres, un palais à Portland Place et une maison à Park Lane. Philippe y transfère sa fortune, tableaux de maître, bijoux, diamants. Il signe des emprunts avec les 3 fils du roi d'Angleterre. Ce n'est plus un prince français, c'est un actif britannique. En 1789, Parker Forte orchestre des achats spéculatifs de blé. Le blé disparaît, les prix explosent. Le peuple a faim. C'est cette famine qui déclenche les premières émeutes. La banque britannique Turnbull and Forbes paie la facture au nom du gouvernement de Pitt. Les Britanniques ont fabriqué la famine qui a mis le feu à la France. Philippe est guillotiné quelques mois après son cousin. L'outil a servi, on s'en débarrasse. Les Britanniques ont joué leurs cartes. Ils avaient préparé le terrain des décennies à l'avance en subventionnant les Lumières, les Voltaire et Montesquieu, et en infiltrant la population civile à travers les loges. Le Grand Orient s'est occupé de la propagande sur le terrain. Tous les révolutionnaires étaient francs-maçons. Danton, Marat, Mirabeau, Lafayette, Desmoulins, Guillotin, Kléber, Marceau, Hoche, ainsi de suite. Tous. La Révolution française aurait-elle eu lieu sans l'implication britannique et sans la trahison de Louis-Philippe d'Orléans? Difficile à dire. Mais certaines sources croient que la France aurait fait face à une crise importante, mais pas forcément à ce bouleversement qui constitue un traumatisme civilisationnel pour de nombreux Français. Parce que la misère du peuple n'explique pas tout. Elle n'explique pas la haine. Les paysans français n'avaient aucune raison de massacrer des prêtres, de violer des religieuses, de profaner des églises. Cette rage contre l'Église catholique, il a fallu la fabriquer, l'insuffler, la propager pendant des décennies à travers les loges. La terreur fut bien réelle. Voici quelques exemples. Les Carmélites de Compiègne, 16 religieuses guillotinées pour avoir refusé d'apostasier. Elles ont été canonisées en 2024. Les Pontons de Rochefort, 829 prêtres entassés sur des bateaux-prisons, morts de faim et de maladie. Les Noyers de Nantes, jusqu'à 5000 victimes jetées dans la Loire, des prêtres, des religieuses, des enfants, des vieillards. Les massacres de septembre 1792, plus de 200 prêtres massacrés dans les prisons parisiennes et Notre-Dame de Paris transformée en temple de la raison, une prostituée installée sur l'autel pour représenter la déesse raison. La Vendée, entre 200 000 et 300 000 morts. Pour ceux qui ne savent pas, la Vendée, il y a eu une résistance des Vendéens contre la Révolution française et une guerre civile locale. Donc, c'était un vrai génocide. Donc, plus d'1 million de morts si on inclut les guerres révolutionnaires qui ont suivi entre 1792 et 1799. Et voilà pour la Révolution française. Maintenant, allons au Portugal en 1908. Regardez à gauche, vous voyez le roi Charles Ier et son fils, le prince Louis-Philippe. Ils ont tous deux été assassinés en pleine rue à Lisbonne le 1er février 1908.
voit une image ici qui montre cet assassinat. Les deux assassins, Manuel Buissa et Alfredo Costa, sont francs-maçons et membres de la Carbonaria, le bras armé des loges portugaises. Ils sont abattus sur place après l'attentat, peut-être pour qu'ils ne parlent pas. Le fils cadet, Manuel II, survit et monte sur le trône, il a 18 ans. Il n'était pas préparé à régner, la Carbonaria continue son travail de déstabilisation. 2 ans plus tard, en 1910, la République est proclamée. Manuel II s'exile. Le grand maître du Grand Orient lusitanien, Magalhães Lima, entre au gouvernement. Et un autre franc-maçon, Afonso Costa, devient ministre de la Justice. C'est lui qui annonce la couleur. En 2 générations, dit-il, le Portugal aura complètement éliminé le catholicisme. Les conséquences? Expulsion des jésuites dès le 8 octobre 1910, abolition de tous les ordres religieux, fermeture des écoles catholiques, saisie des biens de l'Église, le modèle français exporté avec succès. On passe maintenant à la Russie en 1917. Voilà, donc la première révolution fut celle du renversement du tsar, n'est-ce pas, l'empereur Nicolas II. On voit ici la famille Romanov, sa famille qui a été complètement éliminée. Donc elle est menée par les francs-maçons du Grand Orient des peuples de Russie. Alexander Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, en est le secrétaire général. Tous les ministres sont francs-maçons. La deuxième a lieu en octobre et porte les bolcheviks au pouvoir, qui sont Lénine et Trotsky, surtout c'était Lénine le chef. Plusieurs historiens russes affirment qu'ils étaient eux-mêmes initiés dans des loges en Suisse et en France. Ce qui est certain, c'est que les mêmes financiers soutenaient les 2 camps des 2 côtés de l'Atlantique. Côté britannique, Lord Milner mène une mission à Petrograd en janvier 1917. Sa décision fut de refuser les armes au tsar. Et côté américain, Jacob Schiff de la banque Kunlob aurait contribué 20 millions de dollars aux bolcheviks. Donc William Boyce Thompson, directeur de la Federal Reserve Bank de New York, a donné, lui, 1 million aux bolcheviks. La National City Bank de Petrograd était la seule banque exemptée de nationalisation. Ça mérite qu'on le mentionne. Donc, une fois au pouvoir, les bolcheviks ont éliminé leurs rivaux maçons, non pas pour des raisons idéologiques, mais parce qu'ils n'étaient plus utiles. Les 2 mouvements partageaient le même objectif, détruire la Russie orthodoxe. Ce qui va suivre, c'est une persécution d'une ampleur inédite, des millions de chrétiens orthodoxes persécutés, des églises dynamitées ou transformées en entrepôts, des prêtres envoyés au goulag par dizaines de milliers. Le bilan, entre 20 et 60 millions de morts en Union soviétique. Le communisme mondial fera environ 100 millions de victimes. On va maintenant au Mexique. En 1926, c'est la guerre des Cristeros. Le président Plutarco Elias Calles est franc-maçon du 33e degré. Il fait voter la loi Calles. Les églises sont fermées, les prêtres expulsés, le culte public interdit. Porter une soutane devient un crime. Les paysans catholiques se soulèvent, leur cri de ralliement « Viva Cristore ». Et 90 000 morts au final, des prêtres fusillés et plusieurs crucifixions ont lieu et des pendaisons, comme vous pouvez le voir, sur des pylônes électriques tout au long des voies ferrées pour que ce soit bien visible. Voilà pour la guerre des Cristeros. Et le président Calles terminera sa vie bien normalement par la suite, sans aucun problème. Il mourra probablement de vieillesse, si je ne m'abuse. Vient ensuite l'Espagne, la Terre rouge de 1936. En 1931, le roi s'exile et la Seconde République est proclamée. Manuel Azaña, franc-maçon, affilié au Grand Orient, prend le pouvoir. 40% des députés de l'Assemblée constituante sont francs-maçons.
Dès le mois de mai, plus de 100 églises brûlent à travers le pays. Azaña refuse d'intervenir. Il déclare « Tous les couvents de Madrid ne valent pas la vie d'un républicain ». En décembre, la Constitution dissout les jésuites et interdit aux religieux d'enseigner. Azaña proclame « L'Espagne a cessé d'être catholique ». En 1936, le Front populaire gagne les élections, la guerre civile éclate. Regardez ces images, plus de 6800 religieux massacrés. 13 évêques, plus de 4000 prêtres, 283 religieuses. Des églises incendiées, des tombes profanées. C'est le plus grand massacre de catholiques depuis la Révolution française. Et les intérêts britanniques dans tout ça? Ils contrôlaient 40% des investissements étrangers en Espagne, dont la mine de Rio Tinto. Quand le chaos menaça leurs intérêts, ils favorisèrent Franco. L'Église, elle, avait déjà été décimée. Prenons un moment pour réfléchir à ce qu'on vient de voir. Aujourd'hui, on nous parle constamment des crimes commis par l'Église. Et il y en a eu, c'est indéniable. Les êtres humains qui ont travaillé dans l'Église ne sont certainement pas sans péché. Mais regardez ce qu'on vient de parcourir. France, Portugal, Russie, Mexique, Espagne. Des centaines de milliers de catholiques massacrés et orthodoxes sur 150 ans. Et pourtant, on n'en entend presque jamais parler. N'est-ce pas révélateur de ce qui contrôle le récit historique aujourd'hui? De qui contrôle, c'est-à-dire le récit historique? Cette question mériterait qu'on s'y penche davantage. Pour démêler le faux du vrai et rétablir l'histoire dans son ensemble, mais les révolutions sanglantes n'ont pas suffi. Pour vraiment transformer l'Église, il fallait l'infiltrer de l'intérieur. C'est ce qu'on verra dans le prochain segment. Nous avons vu les révolutions sanglantes en France, au Portugal, en Russie, des centaines de milliers de catholiques et orthodoxes massacrés. Mais tuer des catholiques ne tue pas l'Église. Les persécutions créent des martyrs et les martyrs renforcent la foi. Pour détruire l'Église, il fallait autre chose, lui arracher son pouvoir temporel et surtout la transformer de l'intérieur. Voyons comment ils s'y sont pris. Vers 1820, les Carbonari, société secrète révolutionnaire italienne, cousine germaine de la franc-maçonnerie, rédigent des instructions secrètes pour infiltrer le Vatican, ou plutôt les États pontificaux à l'époque. Leur branche suprême s'appelle la Haute Vente. Ces documents ont été interceptés par le pape Grégoire VI et son successeur, Pie IX, en a ordonné la publication. Il voulait que le monde voie la stratégie de l'ennemi, noir sur blanc. Lisez bien cette citation, « Un pape selon nos besoins. Que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. » C'est un plan d'infiltration écrit il y a 2 siècles et ce plan, nous allons le voir, s'est réalisé point par point 140 ans plus tard. Une trentaine d'années après les événements des Carbonari, donc en 1848, débute le Risorgimento. C'est l'unification de l'Italie. En apparence, c'est un projet national. En réalité, c'est une opération coordonnée pour démanteler les États pontificaux. Pour y arriver, il faut un État légitime, un roi prêt à jouer le jeu. Ce sera le royaume de Piémont-Sardaigne au nord de l'Italie. Un petit royaume ambitieux à qui on fait miroiter une couronne bien plus grande. Avec l'appui de la France et de l'Angleterre, toutes deux travaillées par les mêmes réseaux, les pièces se mettent en place. 3 hommes vont mener l'opération. Giuseppe Mazzini, l'idéologue, le cerveau révolutionnaire qui organise les sociétés secrètes depuis Londres pendant 20 ans, Giuseppe Garibaldi, l'épée, le héros romantique qui mène les troupes et les batailles, et Camillo Cavour, le politicien, celui qui négocie les alliances, 3 francs-maçons, 3 fonctions, un seul objectif, faire tomber Rome. Et en 20 ans, c'est fait.
d'abord la Lombardie, puis les duchés du centre, puis le royaume des deux Siciles et finalement, en 1870, Rome. Les troupes italiennes entrent dans la ville, le pape se déclare prisonnier du Vatican. Voyons maintenant qui était leur soutien. Ernesto Nathan, futur grand maître du Grand Orient d'Italie. C'est chez son oncle que Mazzini loge à Londres, car il doit s'exiler durant plus de 20 ans, comme on vient de le dire. Les réseaux sont interconnectés. Et qui protège Mazzini pendant cette période? C'est Lord Palmerston, Premier ministre de Sa Majesté. C'est l'homme qui dirige l'Empire britannique et il offre l'asile aux révolutionnaires italiens. Ce n'est pas de la charité, c'est de la stratégie. En 1860, Garibaldi passe à l'action. Il rassemble 1 millier de volontaires, les chemises rouges, et lance ce qu'on appellera l'expédition des 1000. L'objectif, conquérir le sud de l'Italie. Et qui financera l'opération? La maçonnerie britannique. Et qui escorte les navires jusqu'en Sicile? 2 navires de guerre de Sa Majesté, postés à Marsala au moment du débarquement. Pas de coïncidence. Et les conditions du financement, c'est ne pas s'arrêter à Naples, aller jusqu'à Rome. En 1864, Giuseppe Garibaldi est accueilli en héros à Londres. Le Times couvre l'événement comme une visite d'État. Il rencontre Palmerston en personne. L'homme qui veut détruire Rome est fêté par l'establishment britannique. Le message est clair. En 1869, Vatican I est convoqué. L'infaillibilité pontificale y est proclamée. C'est une réponse directe aux attaques contre l'autorité de l'Église. Ce concile, dont l'objectif était de défendre l'Église, est interrompu lorsque les troupes entrent dans Rome. C'est le 20 septembre 1870. Fin de 11 siècles d'États pontificaux. Le pape devient prisonnier du Vatican. Mesurez l'ampleur de la perte. Le territoire pontifical passera de 44 000 km² en 1860 à 12 000 km² en 1861, puis à 0 en 1870. Plus aucun territoire souverain, la population sous autorité papale passe de 3 millions d'habitants à 700 000, puis à 0. Plus d'armée, plus de territoire, plus de revenus fiscaux, mais surtout sans État, le pape perd son emprise sur les institutions, et notamment sur la formation des prêtres. C'est ce détail qui va tout changer. Il faudra attendre 60 ans et les accords du Latran en 1929 pour que le Vatican retrouve une souveraineté sur un territoire de 0,44 km² avec 894 habitants. Le message était clair. De 1871 à 1887, c'est le Kulturkampf en Allemagne. L'État prussien attaque l'Église catholique. Il y a des expulsions des jésuites, le contrôle des séminaires, le mariage civil devient obligatoire. Guillaume Ier, empereur pendant tout le Kulturkampf, était franc-maçon de haut rang. Son fils l'était aussi, membre éminent de la Grande Loge territoriale d'Allemagne. Mais l'offensive n'est pas que politique. Elle est aussi intellectuelle. Les universités allemandes diffusent la théologie libérale protestante, une méthode qui applique la critique historique aux textes sacrés. Cette influence traverse les frontières. Les théologiens catholiques l'adoptent en France, en Angleterre, en Italie, Loisy, Tyrrell, Buonatucci en 1907, Pidis les condamne. C'est la crise moderniste. En 1920, Rockefeller finance le mouvement œcuménique. Toutes les églises se valent. C'est exactement la doctrine maçonnique de l'indifférentisme religieux, mais avec une façade respectable. En 1948, c'est la création du Conseil œcuménique des Églises. Pendant ce temps, une nouvelle génération de théologiens progressistes se forme en coulisses. Les Chenu, Lubac, Congar,
Ranner. En octobre 58, Pie XII meurt. 19 ans de résistance, il n'aura jamais pu publier son encyclique contre le communisme et des rumeurs persistantes entourent sa mort. Quelques semaines plus tard, le conclave élit Angelo Roncalli, l'homme que les infiltrateurs attendaient depuis 140 ans, qui deviendra Jean XXIII. Et le Concile Vatican II commence quelques années plus tard, comme vous le savez déjà. L'homme qu'il leur fallait, Angelo Roncalli. Qui était-il? Angelo Roncalli, ordonné prêtre en 1904, et en 1925, il fut expulsé du Latran, suspecté de modernisme par le Saint-Office. Son ami proche, Ernesto Buonaiuti, théologien moderniste, excommunié. Voilà le type d'amitié qu'il entretenait. Un homme suspecté d'hérésie qui finit sur le trône de pierre, ça ne s'improvise pas. Ensuite, entre 44 et 53, il est nonce apostolique à Paris. C'est là que Roncalli nomme Yves Marsaudon, franc-maçon du 3e degré à l'ordre souverain de Malte. Un franc-maçon dans un ordre catholique sous sa protection. Plus tard, donc voilà pour la photo de Marsaudon que vous voyez à l'écran. Plus tard, le grand maître Charles Riandé dédicacera son livre à la mémoire d'Angelo Roncalli, qui a daigné nous donner sa bénédiction, sa compréhension et sa protection. Monseigneur Bruno M., chapelain de l'Ordre de Malte, a témoigné à un enquêteur du Vatican. La nonciature de Paris travaillait secrètement à réconcilier l'Église et la maçonnerie. Réconcilier l'Église avec une organisation condamnée par 12 papes successifs, c'était ça le travail de Roncalli. Don Lambert Baudouin, moine œcuméniste, condamné par Pie XI, ami de Roncalli depuis 1924 à la mort de Pie XII, il déclare « S'ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé. Ils seraient capables de convoquer un concile et de consacrer l'œcuménisme. Ils savaient tous. » En 1981, il faut savoir que la police italienne a découvert la loge P2, Propaganda Diu, et sur la liste, il y avait des ministres, des généraux, des banquiers et des membres de la curie romaine. Ce fut un scandale incroyable et la preuve matérielle, noir sur blanc, que ce que les papes dénonçaient depuis 1738 était bien réel. Ce n'était pas une théorie du complot. Il y avait bien des loges avec des gens de pouvoir dans ces loges qui complotaient les uns avec les autres, bien sûr. Donc, de 62 à 65 a lieu Vatican II. Donc, les théologiens progressistes, ceux formés avec l'argent Rockefeller, prennent le contrôle. Leurs réformes s'enchaînent. Le latin est supprimé, l'œcuménisme est adopté, les libertés religieuses proclamées, l'ouverture au monde moderne, l'affaiblissement de l'autorité pontificale, le clergé est désorienté, incapable de résister aux réformes laïques, et en 3 ans, 2000 ans de tradition sont balayés. Et la conséquence la plus importante pour nous, l'abandon de l'éducation catholique partout en Occident. L'Église renonce à défendre ses écoles. L'Empire avait tout mis en place, Rome neutralisée, l'OCDE prête à coordonner, les théories économistes de l'éducation diffusées partout. Mais pour réussir au Québec, il fallait des agents locaux, des Québécois qui feraient le travail de l'intérieur. Voyons qui étaient ces missionnaires de l'Empire.